Michel-Marc Bouchard, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour le prix littéraire Poésie, Théâtre et vous êtes finaliste à cette catégorie de 2020. Félicitations. Merci beaucoup. Et bonjour. Donc, pour La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillant, un texte qui est publié chez Loméac. C'est l'histoire de Mireille, qui, après plusieurs années d'absence, revient chez elle pour les funérailles de sa mère. Elle est thanatopractrice de profession. Elle décide elle-même de faire la préparation du corps. Tout au long de l'histoire, on va découvrir la famille Larouche. Vous allez avoir, bien sûr, là, le lecteur va découvrir Eliott, Julien, Denis. Le thème de la famille, c'est un thème important dans votre œuvre. C'est une famille souvent dysfonctionnelle. C'est un thème qui vous anime encore particulièrement. Oui, je dirais tout de suite au départ que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui ne sont pas, à quelque part, dysfonctionnelles. Je ne pense pas qu'il y a un mode d'emploi pour la famille idéale. Je dirais que oui, la famille est un thème récurrent, mais c'est un thème récurrent au théâtre même depuis les Grecs. Même si on parlait de Dieu, on parlait de famille, de Dieu. Ce qui fait que pourquoi la famille, et mon ami René Richard Cyr qui disait que la famille, ce sont ses amis que nous n'avons pas choisis. C'est la première scène, c'est le premier lieu où va se développer, si on peut dire, la personnalité. C'est comme une espèce de fatalité heureuse la plupart du temps, mais il n'en demeure pas moins que ce qui est intéressant à travailler au théâtre, lorsque du moins la pièce est dans un univers familial, c'est que on dirait que les vérités, comme les mensonges, ont des valeurs extrêmes, dans le sens qu'on peut tout se dire dans une famille, et souvent ça ne porte pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement de choc comme il y aurait si on le faisait avec des amis ou avec des inconnus. Et de l'autre côté, souvent, il y a des mensonges larvés parce que la fameuse phrase « qu'on ne sait pas nous fait pas mal ». Et le mensonge au théâtre est un moteur extraordinaire de récit. D'ailleurs, le mensonge, la vérité, c'est au cœur de l'œuvre qu'on a lu La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé. D'ailleurs, dans la préface, ce qui est amusant, c'est que vous dites « Oui, je sais encore le mensonge, je m'obstine. » Puis un peu plus loin, vous dites « Oui, je sais encore la vérité, je m'obstine. » Mais c'est ça qui fait, cette dichotomie, cette dialectique-là, c'est au cœur de l'œuvre, vraiment. Là. Absolument, absolument. J'ai beaucoup travaillé sur le mensonge. J'ai cherché à savoir à un moment donné pourquoi j'ai travaillé autant sur le mensonge. Et ça revient, je pense, et je l'ai déjà écrit dans Thomas Laferme, la condition des homosexuels est une condition où on apprend à mentir d'avant d'apprendre à aimer. Alors, ce qui veut dire qu'on devient de sérieux mythomanes, de courageux mythomanes, de talentueux mythomanes à se raconter soi-même des histoires et en raconter aux autres. Et quand je dis des histoires, dans les histoires, il y a toujours une partie aussi de masque. Ce qui fait que je pense que cette façon de raconter mes histoires et de les reposer sur les mensonges est aussi, à quelque part, culturelle. Je dirais que à l'âge que j'ai vécu quand même une certaine époque où l'Église avait une importance et où son dogme social résistait encore. Et finalement, il y avait beaucoup de mensonges qui étaient faits même au sein des familles, au sein des comportements. Je dirais que les femmes étaient elles aussi appelées, si on peut dire, à mentir pour survivre. Alors, ce qui fait que je viens vraiment d'une double culture de mensonges. Le mensonge, la vérité, mais ce qui est encore plus fort dans ce texte-là, c'est la notion de pardon, mais plus de rédemption. Puis toujours dans la préface, j'ai relevé une phrase que vous dites « Le pardon apporte la consolation, la rédemption apporte l'élévation. Dans un monde où la spiritualité se range avec les notions de notre temps, où la morale et l'éthique s'édront de chaque jour, comment parler de la quête de la rédemption? » Mais c'est fondamentalement la pièce Laurier Gaudreault, c'est la rédemption. Le personnage Mireille est animé par la rédemption. La rédemption, à un moment donné. Elle est animée par se pardonner à elle-même, alors qu'elle a cherché le pardon chez sa mère. Ce que va faire la mère, c'est-à-dire dans son testament, si on peut le dire, c'est quand même un des grands moments de la pièce, elle va donner tout ce qu'elle possède
à l'homme qui aurait violé sa fille. Et c'est comme à partir de cette espèce d'histoire-là un peu étrange et complètement, je veux dire, extraordinaire de certains sens, parce que c'est quand même assez rare que les parents donnent leur héritage à la personne qui aurait agressé leur enfant. Mais derrière tout ça, c'est que repose un immense mensonge. Et Mireille est à la source de ça parce qu'elle cherche quelque part aussi à se pardonner elle-même et aussi de pouvoir vivre dans une certaine rédemption en posant ce geste. Vous parliez tantôt, vous faisiez allusion au thème de l'homosexualité, qui est quand même une thématique importante dans votre œuvre. Mais Shakespeare, la thématique de l'hétérosexualité n'existait pas. Alors, je réagis un peu toujours, excusez-moi, c'est pas vous, c'est dans l'ensemble, comme l'homosexualité n'est pas un thème. L'amour est un thème, mais pour celui-là. Okay. Mais encore plus dans cette œuvre-là, j'ai trouvé que c'était pas si important que ça, ce thème-là. C'était vraiment un prétexte. Vous parlez justement de mensonge, de vérité, de rédemption, mais l'homosexualité n'est pas... Non, c'est pas, je dirais où elle devient un petit peu, parce que la question homosexuelle arrive très tard dans la pièce. Ouais. Et je dirais que la relation du personnage de Julien, qui va avouer quelque chose, c'est pas lui qui l'avoue, ça sera Mireille qui va avouer des choses, et la relation entre Julien et sa femme, Chantal, là, oui, on pourrait être un peu dans une perspective où il y a un regard homosexuel, parce que Julien est marié, et il y a comme une espèce de, comment je peux dire, de pacte non dit à la fin, où on sait que Chantal et Julien vont probablement rester ensemble. Ce qui fait que, à ce moment-là, oui, la pièce bascule vers plus un regard sur ce trait de société. Dans le voyage du couronnement, le pain des Madones, le chemin des passions dangereuses, des muses orphelines, vous faites allusion beaucoup quand même à votre région d'origine. C'est quand même une pierre angulaire de vos origines, le lac Saint-Jean en particulier. Ça ne fait pas quand même, ce n'est pas différent dans La nuit où Laurier Godreau s'est réveillé. C'est une œuvre qui se situe, qui se passe à Montréal, à Montréal. À Alma, ça pourrait se passer n'importe où. Mais c'est quand même important pour vous, hein, le lien, si je peux dire, qui s'assume quand même d'une œuvre à l'autre, malgré le fait qu'il y a des œuvres comme La Divine Illusion ou Christine la Reine Garçon, que vous êtes ailleurs. Mais le lien avec votre région, c'est encore important dans les œuvres. On voit avec cette pièce-là. Là. Surtout que comment je peux dire, donc, je ne suis pas archéologue de ma région, dans le sens que dans mes pièces, oui, on dit que ça se passe au lac Saint-Jean parce qu'il y a les muses orphelines Saint-Ludger-de-Milo, les Feuilluettes, Robert-Val. Je pourrais continuer comme ça. Le chemin des passes dangereuses, ben, c'est le chemin des passes dangereuses. Alors que dans le Rigaudreau, effectivement, c'est à Alma. Mais je ne fais pas d'archéologie dans le sens, je n'essaie pas de donner un portrait fidèle de la région. C'est une question de dynamique pour moi. Et en plus de ça, il serait presque impossible de reproduire l'accent. Et vous savez comme moi que si c'est un acteur de Montréal qui se prête au jeu de l'accent du lac Saint-Jean, ça devient toujours un peu ridicule et risible. Alors c'est comme, bon, alors de ce sens-là, comme je me prétends pas commencer à écrire l'accent de l'Acadie parce que j'ai envie d'avoir un personnage acadien. Par contre, je vais chercher des fragments, comme exemple dans des papa, maman, traversée, farmé, mais je ne vais pas jusqu'à fait pas simple, dans le sens que j'essaie de faire en sorte que ces référents-là soient accessibles à tout le monde et que ça ne devienne pas du folklore ou quelque chose, une couleur qui pourrait être un peu lisible. Sauf que je suis dans l'énergie du lac, je suis dans l'énergie de la confrontation des personnages, dans ce que j'appelle des fois ce côté très volontaire du lac. Dans le sens que les gens nous parlent, on dirait toujours que toute la vérité, ils l'ont. Et c'est comme, ne doute pas. Et ça, c'est formidable, dans le sens qu'il y a une espèce, c'est comme ça, puis il y a une espèce aussi de franchise qui est parfois déconcertante. Alors, ce qui fait que j'aime bien retrouver cette énergie-là. Exemple, le personnage de Chantal dans Laurier Godreau est un personnage qui a tout simplement séduit le public. Moi, je ne pensais pas qu'il allait avoir une telle force. Mais je pense que c'est la plus janoise en certains sens parce qu'elle affirme, elle n'a pas de doute. Elle affirme des affaires qui sont des fois, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Mais elle l'a affirmé. Elle est convaincue de son affirmation, puis derrière ça, il n'y a pas de méchanceté. Il y a des a priori, mais il n'y a pas de méchanceté.
Elliot aussi est un personnage un peu comme ça, hein, au niveau de... Qui fait des apartés, qui revient, mais qui a aussi, moi j'aime bien, quand tous mes séjours, parce qu'il y en a plusieurs chaque année, mes séjours dans la région, j'adore les entendre parler pour le plaisir de la musicalité, mais le plaisir aussi des métaphores, ou comment des fois ils vont atrophier les métaphores. Et ça, je trouve ça jouissif. Parce que même lorsqu'ils atrophient une métaphore, comme à elle avec ses airs de fraîchi-fraîcha, mais ça vient de prêchi-prêcha. Tu sais, il y a comme, mais ça fonctionne. Alors ça, je trouve ça toujours délicieux. Au contraire, quand vous allez en Suède ou quand vous parlez de Sarah Bernard, c'est pour contrer cette... ou à la gare, tu sais, il y a comment je peux à Alma, il existe certainement une Sarah Bernard et une Christine de Suède, dans le sens que ces personnages-là parlent de ma propre sensibilité. Ma sensibilité s'est construite d'une façon empirique avec ce que j'ai vécu dans ma région, avec après ce que j'ai vécu ailleurs, tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que l'étincelle principale, ça vient quand même de 5 heures de ma vie, de la plage chez nous, de ma famille, de ce que faisaient mes parents, de la terre. Ce qui fait que ça me suit et ça se transmet dans un personnage tel qu'une reine de Suède ou encore une actrice française. Elle part de ma propre sensibilité qui a été, comme je disais tantôt, construite à partir de ma région. Cette pièce a été présentée au printemps. Au printemps, était reprise. Elle avait été présentée à l'automne l'année passée, je pense, à Montréal. Elle était reprise. Je suis tellement perdu avec la COVID que je ne sais même plus à quel moment on a joué. Je pense que nous avons joué à l'automne. Oui, nous devions reprendre. Non. On a joué au printemps il y a 1 an. On devait reprendre cet automne. Mais là, on ne reprend pas. Comme le reste, on ne reprend rien. Là. Mais la réaction, c'était quand même, vous avez eu quand même une bonne couverture, c'était joué au TNM, Serge Denoncourt faisait la mise en scène, vous êtes quand même, vous avez travaillé souvent avec Denoncourt et le TNM, c'est quand même un théâtre que vous appréciez beaucoup. Il y avait Julie Le Breton, il y avait Marie Lepine-Blondeau. Marie Lepine-Blondeau, Patrick Yvon et Éric Bruno, entre autres. Il y avait eu un bon succès. Vous dites que le personnage de Chantal, quand même, avait eu aussi beaucoup de en tout cas, les gens avaient beaucoup aimé son personnage. Vous dites que la COVID vous fait quand même, là, bon, c'est sûr que vous empêche d'aller plus loin, mais on espère quand même que cette pièce-là va être rejouée, puis va avoir... On l'espère également, on l'espère de tout cœur. Je sais que le TNM a quand même a conservé toute la production, je veux dire les décors, les costumes, et même la maman, parce que la maman qui est la madame Lecor, la maman a coûté très cher, parce que la maman est vraiment, on croirait vraiment que c'est quelqu'un, là, la mère qui est morte. Alors, ce qui fait que tout ça est conservé. Mais on se croise les doigts parce que même au moment où on fait notre entrevue, vous savez comme moi qu'on parle maintenant de reconfinement, alors ce qui veut dire que ça se pourrait que dans les heures qui viennent, on referme encore les théâtres. Ce qui fait que, à savoir si Laurier Gaudreau sera rejoué bientôt, parce qu'on devait également partir en tournée au Québec et finalement tout ça a été annulé. Alors, il demeure la pièce, vous pouvez lire la pièce pour l'instant, vous faire votre propre mise en scène, mais je peux rien garantir de la suite. Peut-être qu'on verra Laurier Gaudreau sous une autre forme bientôt, par contre. Avec la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, on parle beaucoup de maîtrise du texte, du langage. Il y a des pistes qui nous sont données, après ça, on nous en donne plus. On nous amène vraiment, il y a un jeu d'écriture magnifique. On dit que vous êtes au sommet de votre art. Est-ce que ça vous fait plaisir ou ça vous dérange comme si, mettons, que quand vous êtes au sommet, vous pouvez juste... Ben, c'est ça. Quand on est au sommet de la piste de ski, on est là pourquoi? Pour descendre. Je ne sais pas ça, je le laisse aux gens. On a dit, écoutez, ça va la prétention, on dirait que je vais me cirer les chaussures. Hein. Non, on m'a dit que j'étais au sommet de mon art avec la Divine, avec Thomas Laferme, même quand j'étais plus jeune, on a dit que ça allait pas se continuer, que c'était trop, les feuilluettes, les muses orphelines, l'histoire on a dit, non, après ça, il pourra plus. Ben, ouais, écoute, chaque projet, je pense que 6 mois avant que je remette mes textes, je me dis toujours,
c'est effroyable, je suis perdu, je suis pas sûr si c'est bon, j'ai des doutes, mais il n'en demeure pas moins qu'après ça, ben, la réaction et le travail qu'on fait sur le texte aide beaucoup à faire en sorte qu'il est reçu par le public. À savoir si, voilà, si mes jours sont comptés en tant que dramaturge, ce sera une décision personnelle, je vous avoue, je déciderai, là, moi, j'ai décidé que je suis au sommet, peut-être que je vais rester au sommet. Au début du printemps, au mois de mars, avril, bon, ça a été peut-être plus difficile pour écrire pour tout le monde, mais je crois que vous avez travaillé quand même beaucoup dans les dernières semaines. Vous êtes sur un projet d'écriture? Absolument. Absolument. Pour une pièce. Pardon? Non, allez-y. Oui, j'ai écrit 2 choses. D'ailleurs, que j'ai poursuivi pendant le confinement, qui était un monologue. J'ai jamais écrit de monologue. Alors, j'ai écrit un monologue pour un ami, étonnamment en français, mais c'était pour un ami mexicain et un ami argentin. Et c'est la première fois que j'ai écrit un texte à une voix. Et en même temps, parallèlement, ben, il y avait quand même bouclé les projets de film et commencer à écrire ma nouvelle pièce qui sera, si Dieu le veut encore là, produite l'an prochain. Mais ce qui a été dur, je pense, durant la COVID, ce sont d'une part les deuils. Tout le monde en a eu. J'ai perdu 28 productions à l'étranger et ici. J'avais 5 spectacles seulement à Avignon. Et finalement, tout ça. Et c'était coup après coup. Ce qui fait que, et de l'autre côté, c'était à travers cette peur-là, cette crainte-là de la COVID, on se demandait vraiment, parce que j'en ai parlé à mes amis aussi artistes, auteurs, on se demandait à quoi on va servir, à quoi on sert, comment écrire lorsque, surtout dans le milieu des arts vivants, où on sait qu'on écrit pour une représentation, quelque chose de concret. Puis moi, je suis assez chanceux dans le sens que j'écris et c'est déjà engagé dans une production, dans un théâtre, dans même, il y a des distributions qui sont déjà établies, même si la pièce n'est pas terminée. Et c'est comme tout ça, cette espèce de... Moi, je me dis présentement, oui, on a encore du cœur au ventre, mais on a un peu moins d'étincelles dans les yeux. Et je pense que ça joue un peu aussi dans le travail d'écriture. Mais c'est quand même rassurant, vous avez quand même un lectorat qui est fidèle. Vous savez, tantôt on parlait du TNM qui est là quand même, qui vous appuie. Et vous avez quand même je me disais, une histoire d'amour avec le MEAC qui est là, qui à quelque part vous attend ou qui vous espère. Ça, c'est important. Absolument, d'avoir un éditeur qui est complètement fidèle puis qui même vient vérifier qu'est-ce que je prépare. C'est sûr que mon éditeur rêve que j'écrive mon roman. Ça, il me le dit depuis des années. Mais il dit, ben là, je fais du théâtre. Là, j'ai fait un monologue. Peut-être que c'est la porte pour... Mais il est évident que la fidélité d'un éditeur, dans mon cas, c'est Pierre Filion, et cette proximité-là, c'est un de mes premiers lecteurs, fait en sorte que je suis très privilégié d'avoir ça. Comme exemple, vous avez parlé de la fidélité du TNM ou de d'autres théâtres et surtout aussi des fidélités de théâtre à l'étranger, qui fait que du moins, je n'ai pas à m'inquiéter de ça et c'est constamment une tape dans le dos. Là. Voilà. Parce que le MEAC a tout publié. Hein. En tout cas, en attendant de voir la pièce sur scène, on suggère fortement aux gens de lire et relire, parce que c'est mon cas, La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, et en espérant qu'on va pouvoir vous voir au Salon du Livre 56e édition. On se croise les doigts. Merci à vous. Merci, Michel Marc Bouchard. Merci. Bonne continuation. Merci.